Bonjour à toutes et à tous, j'espère que malgré la pluie, votre pause déjeuner a été fructueuse et gourmande et que vous en avez profité pour nouer de nombreux contacts professionnels. C'est quand même le but de cette manifestation. Alors petit rappel habituel, n'oubliez pas de mettre vos téléphones sur silencieux, mais de les garder avec vous pour pouvoir poser des questions et je me ferai un plaisir de les relayer grâce à des panneaux que nous avons devant nous. Il y a un numéro de téléphone qui s'affichera, c'est assez simple, vous envoyez un SMS et il n'est pas surtaxé. Alors pour ceux qui n'ont pas assisté aux deux plénières de ce matin, je m'appelle Olivier Martoc, je suis correspondant de France Inter et France Info à Marseille et sur la région. Et en ce débat d'après-midi, on va positiver, sans pour autant donner dans la méthode Coué, enfin c'est ce que j'espère, avec cette séance intitulée « Les HLM, une chance pour la France ». Sur scène avec moi des professionnels du logement social, Philippe Bis, président du CUS Habitat, Bertrand Bourrus, président du COL, Thierry Debrand, président du conseil social de l'USH, Dominique Duban, vice-président de la Fédération des ESH, Marianne Louis, directrice générale de l'USH, et Cédric Van Stevendale, je lui avais promis de le dire comme ça, je l'ai fait, président de Housing Europe. Et puis un économiste, Pierre Madec, professeur à Sciences Po, économiste à l'OFCE, Pierre Madec, qui d'ailleurs, je vous le signale au passage, est co-directeur aux Presses universitaires de France d'un livre qui s'intitule « La crise du logement » et comme la librairie ici est bonne, vous pouvez le trouver en sortant de cette séance. Alors nous sommes entre nous, ce titre « Les HLM, une chance pour la France » a l'air d'une provocation, tant il va à l'encontre de certains discours développés depuis 2 ans qui tentent à analyser le logement social en le réduisant à son seul coût pour la collectivité. Or, Pierre Madec, l'économiste que vous êtes, est en mesure d'affirmer devant cette salle qui va être conquise que le logement social crée de la richesse. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors je pense que nombre de personnes dans la salle sont convaincues que le logement social crée de la richesse, sinon ils ne seraient peut-être pas dans la salle. Donc je ne suis pas sûr que j'apprenne grand-chose au public, mais on va essayer de poser en tout cas quelques chiffres. Le premier, c'est l'apport macroéconomique du logement social en France. On connaît tous les chiffres, 5 millions de logements, 17% du nombre de résidences principales. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi l'investissement que produit le logement social sur l'économie. On parle de 12 milliards d'euros d'investissement des bailleurs en logement neuf. C'est 20% de l'investissement global en logement neuf. Et il y a 7 milliards d'euros qui sont aussi investis dans la rénovation énergétique, 14%. Donc quand on parle actuellement dans les journaux, mais vous le savez mieux que personne, de la baisse de la production de logement social, ça se traduit tout de suite par donc une baisse de l'investissement du secteur et donc par moins d'emplois, moins de création évidemment de nouveaux logements, et on reviendra à la fin sur l'impact du secteur au niveau de l'économie locale. Évidemment, le rôle principal et premier du secteur du logement social, c'est de loger les ménages les plus modestes. Et quand on regarde un peu les chiffres, alors je ne suis pas sûr que vous soyez en capacité de lire correctement les chiffres, mais en gros, ce que dit ce graphique, c'est qu'en bas de la distribution des niveaux de vie, donc en bas du graphique, les 10% les plus pauvres, ils sont à 58% dans le parc social. Donc, on entend souvent il y a beaucoup de pauvres dans le parc privé. Alors en effet, chez les 10% les plus pauvres, il y en a un certain nombre qui sont sur le marché locatif privé, c'est à peu près un ménage sur 5. Mais en tout cas, il y a quand même 60% de ménages parmi les 10% les plus pauvres qui sont dans le parc social, 44% des 10% qui sont un tout petit peu plus riches qu'eux. Ce que dit ce graphique, c'est que le parc social accueille les ménages les plus modestes. On en a confirmation sur le graphique qui suit, où c'est la même chose, mais on inverse l'échelle. Et ce que dit ce graphique, c'est que si vous regardez l'ensemble des ménages du parc social, près de 70% des ménages du parc social sont dans les 3 premiers déciles de niveau de vie. Les 3 premiers déciles de niveau de vie, c'est les 30% de ménages les plus modestes. Donc on a un parc social qui accueille en masse les ménages les plus pauvres. Évidemment, on pourrait dire c'est pas assez, il y a encore des pauvres sur le marché locatif privé, c'est vrai. Et donc on voudrait que le parc social accueille tous les ménages
modestes. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, les ménages modestes, largement surreprésentés dans le parc social. Ça se traduit d'un point de vue économique par ce qu'on appelle l'avantage HLM. L'avantage HLM, c'est quel est l'avantage pour un locataire d'être dans le parc social plutôt que dans le parc privé pour un logement équivalent. Donc il y a des études qui ont essayé de chiffrer ça, et ces études disent qu'en moyenne, pour un logement similaire, d'être dans le parc social, ça fait que vous payez un loyer qui est 41% inférieur au loyer du parc privé. Alors, il faut relativiser ce concept d'avantage HLM, parce qu'en réalité, il y a un certain nombre de ménages du parc social qui ne seraient pas en capacité de se loger dans le parc privé s'ils devaient accuser une augmentation de leur loyer de 41%. Donc, il faut faire attention à ces chiffres. Mais en tout cas, quand vous agrégez ce qu'on va appeler l'avantage HLM, vous êtes aux alentours de 13 à 15 milliards d'euros par an. 13 à 15 milliards d'euros par an de loyers qui sont donc pas payés par les ménages les plus modestes. Et compte tenu des caractéristiques socio-économiques des ménages les plus modestes, ces 13 à 15 milliards d'euros sont réinjectés d'une façon ou d'une autre dans l'économie, puisque c'est des gens qui vont reconsommer. Donc voilà, donc on est sur des montants qui sont très importants, 13 à 15 milliards d'euros. On peut par exemple comparer ça avec les aides personnelles au logement, qui sont un sujet brûlant. Le budget des aides personnelles au logement pour 2019, si ma mémoire est bonne, c'est 16 milliards d'euros. Bon. Et on nous dit que c'est très très important, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des mesures qui sont prises pour faire baisser cette enveloppe-là. Mais donc, on peut mettre au regard les 16 milliards qui sont attribués en aide personnelle au logement aux 15 milliards d'euros qui résultent de l'avantage HLM. Pour en revenir rapidement sur les aides au logement, ce qui est intéressant de voir, c'est d'un côté l'efficacité du parc social à lutter contre les taux d'effort excessifs. Donc là, vous avez les 50% de ménages les plus modestes dans le parc social et dans le parc privé. Vous regardez le taux d'effort avant et après versement des aides personnelles. Donc on voit, par exemple, si on s'intéresse aux 10% les plus pauvres, s'ils sont dans le parc privé, avant versement des aides personnelles, vous êtes sur un taux d'effort de l'ordre de 60%. Dans le parc social, avant aide personnelle, vous êtes à un taux d'effort légèrement inférieur à 40%. Une fois qu'on a versé les aides personnelles, le taux d'effort descend à 10% dans le parc social en moyenne, et il reste au-dessus de 30% dans le parc privé. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'il montre à la fois l'efficacité du parc social, donc à enrayer les taux d'effort excessifs, mais il montre aussi l'efficacité du double dispositif parc social plus aide personnelle au logement à inverser cette logique qui voudrait que plus vous êtes pauvre, plus votre taux d'effort est élevé. C'est vrai dans le parc privé, même une fois qu'on a versé les aides personnelles, plus vous êtes pauvre, plus l'effort que vous consentez vis-à-vis du logement est important. Dans le parc social, grâce aux APL, on arrive à inverser cette logique et on arrive à se retrouver avec les 10% les plus modestes qui ont un taux d'effort inférieur aux 10% qui sont un tout petit peu plus riches qu'eux. Donc ça montre l'efficacité du système bouclé. On a souvent tendance à opposer aide à la pierre, logement social d'un côté et aide personnelle de l'autre. Il ne faut pas les opposer, on voit que c'est des mécanismes qui sont parfaitement complémentaires. On a étudié à l'OFCE, en partenariat avec l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, on s'est intéressé en 2015 au coût économique et social du mal-logement. On est parti du constat en disant il y a des coûts qu'on connaît du mal-logement, c'est par exemple le coût de prise en charge des ménages mal logés, c'est l'hébergement d'urgence, c'est tous ces dispositifs-là. On peut mettre une partie de la politique du logement au sens large dans le coût économique et social direct du mal-logement. Pour caricaturer, si les loyers n'étaient pas trop chers ou si chers, on n'aurait pas besoin de verser des aides personnelles. Donc les aides personnelles constituent aussi un coût économique et social direct de l'existence de situations de mal-logement. Mais on a voulu aller plus loin et essayer de regarder quels pouvaient être les coûts indirects des situations de mal-logement. Alors, une fois de plus, je ne suis pas persuadé que vous voyez bien le tableau, mais ce que dit ce tableau, c'est qu'on a étudié un certain nombre de composantes du mal-logement, que sont la suroccupation, la précarité énergétique, le fait d'avoir une contrainte budgétaire dépassée, donc c'est-à-dire de cumuler à la fois un taux d'effort élevé et un reste à vivre faible,
de se plaindre de bruit ou de présence d'humidité dans le logement. On a étudié donc ces 5 composantes-là du mal logement et on a regardé l'impact de ces composantes sur la réussite scolaire, l'état de santé ou la probabilité de retrouver un emploi quand on est au chômage. Et ce que dit ce tableau, c'est que un certain nombre de composantes du mal logement ont un impact sur la réussite scolaire, sur l'état de santé et sur la probabilité de retrouver un emploi. Je passe à côté des chiffres, vous les retrouverez dans le rapport de l'USH. Mais donc il y a ce constat-là qui est que les situations de mal logement ont un certain nombre de coûts indirects qui peuvent être très importants. Donc pour le rapport, on s'est posé une question un peu complémentaire qui est en quoi le fait de résider dans le parc social impacte ce coût économique et social indirect du mal logement. Et il s'avère que quelles que soient les composantes du mal logement qu'on retient, on voit que le fait de loger dans le parc social plutôt que d'être logé sur le marché locatif privé impacte négativement, mais de fait positivement, la probabilité d'être dans une situation ou une autre de mal logement. Le chiffre le plus important, il est par exemple sur la précarité énergétique. C'est-à-dire que si vous prenez un ménage à caractéristiques équivalentes, le fait qu'il loge dans le parc social plutôt que dans le parc privé, ça réduit d'1 tiers sa probabilité d'être en situation de précarité énergétique. 1 tiers. Donc on est sur des impacts qui sont très importants. 24% sur la présence d'humidité, 11% sur le fait d'être en situation de suroccupation. Donc globalement, pour répondre à la question qui était posée au début, ce graphique-là montre bien qu'en effet, le logement social est une chance pour la France, puisque si tout le monde était dans le parc privé, il y aurait des situations de logement qui seraient plus dégradées. Alors évidemment, ce n'est pas la panacée, mais il y a encore des situations de mal logement dans le parc social. Mais en tout cas, quand on compare au privé, le parc social semble faire un peu mieux le job, on va dire ça comme ça, que le parc privé. Enfin, et je finirai là pour qu'on puisse ouvrir la discussion après, il y a ces gros chiffres macro, il y a cet impact au niveau micro sur les ménages en proposant des niveaux de loyer et des conditions de logement qui sont plus adaptés à la situation des ménages. Et il y a aussi un rôle du modèle HLM ou du parc social en France au niveau territorial, dans la cohésion territoriale, dans la mixité sociale. C'est un moteur de mixité sociale au sein des territoires. Et quand on dit territoire, on parle aussi des quartiers, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers où il n'y a que du logement social. Donc quand il y a des responsables politiques qui, par exemple, disent il faut que le logement social n'accueille que les ménages les plus modestes, ça veut dire que dans certains quartiers, il n'y aura que des ménages modestes, de fait. Et donc il y a un vrai rôle de ce point de vue-là en termes de mixité. Et puis il y a un lien important avec le tissu productif local. On parle en heures d'insertion, en milliards d'euros de marché consommés au niveau local ou du point de vue des acteurs de la rénovation, parce que de fait, c'est un acteur du bâtiment et donc il y a une attache locale qui est importante. Mais donc, outre ces chiffres un peu macro ou sur l'impact sur les seules conditions de vie des ménages, le modèle HLM et le monde HLM au sens large dont vous êtes participent à l'économie locale et pour toutes ces raisons, on peut en effet commencer cette table ronde, à mon avis, en titrant Une chance pour la France. Merci Pierre Madec, merci beaucoup. Alors moi j'ai retenu quelques chiffres. Je dois vous dire que j'ai pris quelques notes et j'ai vu que je n'étais pas le seul. Ça veut dire que les professionnels aussi ont appris des choses en vous écoutant. Et je vous propose justement d'ouvrir la discussion avec une première réaction à l'analyse et à chaud que vous avez faite. Alors je vais demander à chacun des invités sur le plateau de prendre la parole à tour de rôle et chaque fois de nous dire où il se situe, de se présenter. Ça va permettre de savoir pourquoi ils font un commentaire et de le mettre en perspective aux gens qui sont dans la salle. Allez, qui commence ? Allez-y. Bonjour, Thierry Debranche, je suis le président du Conseil social, président de la FAPIL et directeur d'un petit organisme de logement social. Oui, je crois que si on fait un diagnostic sur la crise du logement, elle est triple, et ça va rebondir sur ce que vient de dire M. Madec. On a une crise qui est une crise de l'offre, c'est-à-dire pas assez de logements. On voit bien que les logements sociaux, on produit 100 000 logements sociaux.
Une deuxième crise qui est une crise du logement abordable. On voit bien que les chiffres que donne en taux d'effort, quel que soit le décile de revenus, eh bien, avant et même après aide, eh bien, on a bien un taux d'effort qui est inférieur dans tous les déciles de revenus. Donc oui, c'est une réponse à la crise du logement abordable. Et la troisième crise, qui est une crise du vivre ensemble. Et on voit bien que les acteurs du logement social sont des acteurs du vivre ensemble, ont été historiquement des acteurs du vivre ensemble et demeurent toujours des acteurs du vivre ensemble. Donc oui, à cette triple crise, les acteurs, le monde HLM, est bien une chance pour la France. Oui, et quand on regarde certains chiffres, moi j'ai été très frappé par les 15 milliards de ce que rapporte au budget des Français, hein, donc le fait de loger des gens qui ne seraient pas en capacité de payer des loyers, et les 16 milliards des APL. C'est-à-dire que quand on met les deux chiffres en regard face à face, on se rend compte que dans le fond, l'économie, c'est plus complexe que ce que certains imaginent à Bercy. Sur nos territoires, le taux d'effort des ménages, ça peut paraître un mot un peu grossier, un peu technique. Du taux d'effort, on en déduit ce qui reste à vivre tous les jours une fois qu'on a payé son logement. Et le reste à vivre, s'il n'y avait pas de logements sociaux, eh bien, le reste à vivre sera encore moindre pour les couches les plus modestes. Et le reste à vivre serait même négatif si certaines personnes devaient aller se loger. Et donc, elles ne pourraient pas se loger. Donc, cette notion de taux d'effort, de reste à vivre, est quelque chose d'important. Et c'est grâce au logement social. Et c'est souvent pour ça, à l'extérieur de nos frontières, que le logement social est regardé, voire même envié, qu'on a cette force-là et cette force économique. 4 millions de logements sociaux, un apport de 200 à 300 euros de moins par rapport au privé, eh bien, vous faites la multiplication par 12 et vous arrivez à peu près aux chiffres qui sont donnés. Donc oui, le logement social a bien cette valeur, cette fonction-là. Marianne-Louis ? Oui, vous nous demandiez quelle était notre réaction à la présentation de Pierre. Moi, et en même temps, tout à l'heure, vous nous avez un petit peu ouvert la discussion en disant bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincus. Je crois qu'effectivement, si on est là, c'est qu'on est convaincus. Mais sur cette thématique. Sur cette thématique, bien sûr. Mais je voudrais aussi donner un peu le sens de cette plénière, parce que effectivement, quand on fait partie du mouvement HLM, je crois qu'on est convaincus que les HLM sont une chance pour la France. On dit souvent qu'on peut arriver dans le mouvement HLM par hasard, mais qu'on y reste par conviction et par passion. Donc cette passion, elle nous habite tous. Mais il y a quelque chose peut-être dans notre rencontre qui est de nouveau dans notre façon de travailler ensemble, c'est de dire ça, on le sait, mais il faut qu'on arrive à le partager, à l'objectiver. Évidemment l'union, mais aussi tout le mouvement dans sa grande diversité. Le secteur HLM, c'est 80 000 salariés, c'est 12 000 administrateurs bénévoles. Et on sait qu'on a besoin maintenant de mettre des mots sur cette plus-value, de l'objectiver, de la démontrer. Tout ce qu'a présenté Pierre Madec est dans le rapport au Congrès. Je crois que c'est un petit peu aussi le but de cet exercice. Et je remercie Pierre de cette première introduction. Et ce qu'il faut dire, effectivement, là on parle de communication. Alors c'est vrai que la communication gouvernementale, on ne peut pas dire que sur les APL, ils étaient très très bons quand même. Hein. Sur la chute des APL, ça leur est retombé un peu dessus. Mais enfin, on voit bien quand même la mécanique intellectuelle et de communication qu'a lancé le gouvernement en disant dans le fond il faut qu'il fasse des efforts. On a appris, nous Français, que vous étiez sur un bas de laine, assis sur un trésor. Il y avait des chiffres qui ont été donnés comme ça, sans les mettre en perspective. Et c'est vrai que votre réaction, ça a pris un peu de temps, quoi. Là maintenant elle est claire. Ce matin il y avait un débat qui était très intéressant avec le rapporteur à l'Assemblée nationale. Et donc on a vu effectivement qu'elle apprenait des choses et puis qu'elle était obligée de faire évoluer son discours. Je crois qu'on ne se place pas dans une logique de communication ou d'éléments de langage, mais plutôt de donner à toutes les parties prenantes, tous les acteurs du mouvement HLM, des outils pour forger leurs propres convictions et pour être eux-mêmes des promoteurs du logement social. C'est plus une démarche de travail collectif qui nous anime à cette étape. Bertrand Bourrus. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bertrand Bourrus, président du Comité ouvrier du logement, qui est une coopérative HLM qui a son siège au Pays Basque, à Anglette, et qui couvre un territoire qui va de Bordeaux à la frontière espagnole en passant par le Béarn. Qui a combien de logements ? Alors, qui est le cœur de métier du COL, c'est l'accession sociale à la propriété. Je suis surtout là pour parler de ça. Mais également, nous avons un petit patrimoine sur des opérations de mixité sociale d'un peu plus de 2000 logements, uniquement sur la côte basque et le sud des Landes. Et nous avons une agence à Pau, une agence à Bordeaux. Donc nous couvrons des territoires de métropole, des territoires ruraux et des territoires touristiques à forte tension sur le foncier.
Moi, ce que je voudrais dire, au-delà des chiffres qui sont extrêmement parlants, c'est que j'ai toujours été frappé, encore plus aujourd'hui, avec l'actualité, par l'énorme différence d'appréciation qu'il peut y avoir sur les organismes HLM au niveau national et au niveau local. C'est-à-dire qu'au niveau national, on voit que nous sommes dans la ligne de mire de certains esprits chagrins, mais au niveau local, je suis désolé de leur dire que tous les élus que nous rencontrons, avec qui nous travaillons tous les jours, trouvent qu'ils ont une grande chance de travailler avec le tissu des organismes HLM, pour plusieurs raisons que je pourrais développer. Je voudrais également juste apporter un éclairage sur l'accession sociale à la propriété et la nécessité de développer l'accession sociale à la propriété. Dans bon nombre de quartiers, de métropoles ou d'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de faire des opérations et des quartiers uniquement que de locataires. C'est-à-dire que vous avez 30 à 35% de locatif social, accompagné d'une opération faite par la promotion privée, à 90% vendus à des investisseurs qui relouent leur logement. Et donc, je pense que la mixité sociale, c'est aussi l'accession à la propriété pour le plus grand nombre. Et nous nous orientons de plus en plus, et c'est notre cœur de métier, que de proposer, y compris dans les zones tendues, comme sur Pays Basque ou sur la métropole bordelaise, de l'accession sociale à la propriété, où nous pouvons rendre possible l'accession à la propriété à des personnes, des ménages qui gagnent entre 1,5 SMIC et 3 SMIC. Donc je crois que c'est une nécessité pour l'équilibre de ces quartiers et que l'ensemble du mouvement HLM doit s'orienter aussi vers l'accession sociale à la propriété. On continue ce tour de plateau. Alors, Philippe Bis, donc oui. je crois que je suis le seul élu de cette plénière. Je suis adjoint au maire de Strasbourg, président d'un office d'HLM qui compte 20 000 logements et d'une SEM, la SEM de la ville de Strasbourg, qui en compte 10 000, donc ça fait à peu près 30 000 logements. Et j'ai été en tant que député rapporteur de la partie logement de la loi égalité et citoyenneté. Évidemment, on peut être que d'accord avec les constats que nous a fait Pierre Madec. La vraie question, c'est les HLM ont été une chance pour la France. Vont-ils le rester ? Et à quelles conditions ? Et moi, je crois, en tant que responsable politique, qu'aujourd'hui, la question peut légitimement se poser à partir d'une simple mesure, je dirais, paramétrique, qui peut sembler anodine, qui est la baisse des loyers. On est en train de modifier de manière assez radicale tout un écosystème qui, jusqu'à présent, était basé sur la solidarité nationale. Et au-delà des mots, c'est quelque chose qui, sur les territoires, parce que je représente aussi un territoire, est ressenti de manière assez conséquente, je dirais. Et je crois que nos concitoyens, il y a une enquête qui a été faite par l'Union, je crois, qui marque aussi l'attachement de nos concitoyens au logement social et à ce qu'il représente. Et donc, à partir du diagnostic qui est partagé par tous, il s'agit peut-être d'être aujourd'hui davantage proactif, plutôt que d'être toujours en position défensive, de dire oui, le logement social, c'est bien, il a rempli ses fonctions. C'est vrai, mais sans doute ne l'a-t-il pas fait suffisamment. Ça a été dit, on ne construit pas assez, on construit trop cher, on a des loyers qui sont qui ne sont plus suffisamment abordables pour nos locataires, ou en tout cas ceux qui ont vocation à le devenir. Ça, c'est quelque chose sur lequel il nous faut être en mesure aujourd'hui de faire des propositions si on veut encore que les HLM soient évidemment une chance pour la France. Je vais laisser votre voisin... Oui, donc je préside, en plus de la vice-présidence de la Fédération des ESH, je préside le réseau Batigère, qui est un réseau qui fédère autour du groupe Batigère une quinzaine de sociétés ESH et coopératives, qui représentent à peu près 130 000 logements, dont 75 000 du groupe Batigère. Un petit mot d'histoire qui est né en Lorraine et ensuite qui s'est développé sur d'autres régions françaises. Dans un bassin difficile, hein. Dans un bassin difficile, on y reviendra peut-être dans la discussion, et on sait ce que ça veut dire effectivement de la reconversion des zones tendues ou pas tendues, mais qui ont besoin de très forts investissements. C'est vrai qu'on peut considérer que
que nous tous qui sommes dans la salle sommes convaincus que les HLM sont une chance pour la France. Simplement, je pense qu'on a tous fait l'expérience que quand on en parle autour de nous, à des gens qui ne connaissent pas le secteur forcément dans le détail, on n'a pas forcément 100% d'assentiment sur cette phrase. Et je crois qu'on a effectivement à faire connaître, et l'exposé de Pierre Madec en est un élément, de faire connaître rationnellement, avec effectivement force de démonstration, ce que représente le logement social, l'activité du logement social. Et il me semble qu'il y a vraiment deux dimensions dans le logement social. Il y a une dimension économique. Les chiffres qui étaient cités, pour faire simple, en gros, on investit autant que notre chiffre d'affaires. C'est des choses qui peuvent parler aussi à d'autres secteurs d'activité économique, l'automobile, enfin des tas de choses comme ça. Et quand vous parlez effectivement à d'autres secteurs économiques, ça veut dire quelque chose. On investit autant que le chiffre d'affaires annuel, quasiment. Deuxième élément, effectivement, Marianne l'a dit, c'est un secteur d'activité qui fait travailler beaucoup de PME, beaucoup de petites entreprises sur chacun des territoires, et donc c'est un moteur très important de l'économie locale. Et puis il y a une dimension qui me semble aussi importante pour les chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément liés directement au logement social, c'est que le logement de leurs salariés par le logement social est un élément primordial de compétitivité, parce que ça ne pèse pas, ça pèsera moins sur les salaires, ça pèsera moins sur le reste à vivre de leurs salariés, donc d'être dans une logique beaucoup plus dynamique et plus positive de la part de leurs salariés. Donc je crois que cette dimension économique, il faut effectivement l'ouvrir à d'autres secteurs d'activité. Et puis je terminerai sur la dimension sociale. Effectivement, je crois qu'il faut quand même ramener ça aux valeurs de la République. L'égalité des chances, ça passe par un logement digne. Alors on peut discuter de ce que ça veut dire, mais on voit bien ce qui doit permettre aux enfants d'étudier et d'avoir la même chance de réussite dans les études. Et ça, c'est quelque chose qui est le fondamentaux, qui fait partie des fondamentaux de la République. Et en cela, c'est une chance pour la France d'avoir une capacité, avec près de 5 millions de logements, d'offrir cette égalité des chances dans l'investissement aux jeunes générations. Pierre Madec, ce que dit Bertrand Bourrus, est-ce que vous, l'économiste, c'est quantifiable pour vous? Vous savez, quand il explique que pour une société, pour une entreprise, avoir un salarié qui est au SMIC, par exemple, mais qui est logé dans le logement social, évidemment, c'est ce qui permet de faire passer ce salaire assez bas. Ça, c'est mesurable, c'est chiffrable? Alors, c'est mesurable et ça a été mesuré. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une étude que je vous invite à lire qui a regardé, c'est une étude dont Xavier Rago, qui est président de l'OFCE et co-auteur, qui a regardé la différence de compétitivité entre l'Allemagne et la France et qui explique une partie de l'écart de compétitivité en termes de salaire notamment, du fait d'un logement beaucoup moins cher en Allemagne que ce qu'il est en France. C'est assez logique quand on y réfléchit, mais là, avec des méthodes économétriques, c'est chiffré. Donc, il y a en effet cet aspect-là qui est important. Moi, je voudrais juste rebondir sur le logement social a fait son boulot pendant des années. Et en effet, le constat que j'ai pu dresser, c'était un constat un peu figé ou alors sur le passé. Et donc la question de savoir quelle sera la place du monde HLM à l'avenir, c'est une question évidemment très politique. Mais il faut quand même rappeler que quand on compare l'efficacité d'un modèle, il faut la comparer avec un autre. Et qu'à l'heure actuelle, quoi qu'on en dise, qu'on soit d'accord ou pas sur la plus-value, sur la chance pour la France que serait le modèle HLM, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que sans aide publique, aujourd'hui, dans les zones tendues, vous n'êtes pas en capacité de produire du logement abordable. C'est-à-dire qu'il y a un constat, et là, c'est pas faire la pub ou pas la pub du monde HLM. Le monde HLM, c'est pas le lieu de critiquer le monde HLM, mais il y en a qui le font très bien, on les laissera faire. Et sur certains points, ça m'arrive de partager leur opinion. Mais, par exemple, puisque vous pouvez être critique, par exemple, vous critiqueriez quoi? On a dit que c'était pas le lieu. Ah oui. Mais en tout cas, il n'y a pas de débat sur le fait que c'est un modèle qui est beaucoup plus efficace du fait de la hausse des prix, de la hausse des loyers, de la paupérisation des ménages locataires. C'est un modèle qui est beaucoup plus efficace que le modèle privé
pour produire du logement abordable. Et il y a aussi un consensus pour dire qu'il y a une pénurie de logements abordables en zone tendue. Donc j'ai envie de dire, il reste un petit peu de table ronde, donc je vais pas dire que la discussion s'arrête là, mais il n'y a pas de débat là-dessus. Après, il y a un débat pour savoir est-ce qu'on peut baisser les moyens, est-ce qu'on peut faire plus avec moins. J'en suis pas persuadé, mais les acteurs qui partagent cette table ronde avec moi ont plus de réponses que moi, mais en tout cas, il faut quand même savoir à quoi on se compare. Et quand on se compare au marché locatif privé, on voit bien qu'il y a une plus-value certaine, économique et sociale du modèle HLM. Marianne-Louis, vous vouliez dire un mot ? Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Mais donc je suis d'accord. Là, on parle du logement social à date, mais justement, ce que dit Pierre est intéressant, c'est-à-dire de dire il y a un secteur, celui du logement social, qui est structuré, et puis il y a le secteur du logement privé. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, au-delà même de l'effet immédiat, c'est qu'aujourd'hui, les organismes HLM sont des structures, des professionnels qui, on parle du logement en général, mais qui, dans leur action, sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus tournés vers les évolutions de la société, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur le logement des jeunes, sur l'adaptation à l'âge, etc. Ça aussi, au-delà de l'effet de masse, 5 millions de logements, d'ailleurs, cet effet de masse, il y a des opérateurs qui sont des opérateurs de politique publique et qui travaillent en prévoyant sur le long terme leur action en fonction des évolutions de la société. Donc, est-ce qu'ils seront toujours une chance pour la France dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? On est mal placé pour aujourd'hui le dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un milieu professionnel qui se penche sur cette question-là et qui se projette dans l'avenir. Et alors justement, j'ai envie qu'on voit tout de suite un exemple très concret de contribution à la vie sociale et économique d'un territoire avec un reportage qui a été tourné chez Nantes Métropole Habitat. Des expérimentations, nous en menons beaucoup, puisque Nantes Métropole Habitat est bien évidemment au cœur de l'innovation et plus particulièrement de l'innovation sociale. On pourrait parler de l'habitat inclusif, on pourrait parler d'igloo, on pourrait parler des gens du voyage, on pourrait parler des migrants. Donc vous voyez qu'à travers l'ensemble des propositions que nous construisons avec les collectivités locales, nous sommes en mesure aujourd'hui de proposer des solutions pour une population largement diversifiée et des besoins qui le sont tout autant. L'Office est un des donneurs d'ordre importants sur le territoire métropolitain. Il investit plus de 100 millions par an, ce qui est relativement important à cette échelle. Et nous associons bien évidemment dans l'ensemble de nos marchés des clauses d'insertion. Ça, c'est vraiment important pour nous. Effectivement, on nous dit souvent que nous sommes les seuls à rester dans les quartiers. C'est le sens de notre mission. Nous sommes un établissement public rattaché à une collectivité locale. Et cette collectivité locale a besoin d'acteurs de proximité. C'est le sens de notre mission. Cette agence, plus de 350 collaborateurs de terrain au quotidien pour proposer de la proximité et de l'hyper-proximité aux habitants qui en ont besoin. Historiquement, effectivement, nous avons été considérés comme des constructeurs, notamment si on prend la séquence des années 70-80, où les offices publics de l'habitat ont construit en masse sur ces périodes-là. Aujourd'hui, effectivement, les rythmes de construction se sont plutôt ralentis, même s'il y a des besoins, en l'occurrence sur la métropole nantaise. Donc, nous continuons à avoir une activité de développement relativement soutenu. Et pour autant, nos sociétés, nos entreprises, nos établissements publics se transforment et nous sommes plutôt amenés aujourd'hui à travailler sur des logiques de service. On s'oriente sur des logiques de service qui n'étaient pas le cas autrefois. Ces logiques de service, c'est le service de proximité, celui qu'on doit aux locataires au quotidien pour être présent dans les quartiers. C'est ce qui fonde et justifie notre présence sur le territoire. Nos sociétés sont en pleine mutation. On parlait tout à l'heure de la mutation démographique, de la mutation et des transitions énergétiques. Ces mutations, elles se ressentent dans le fonctionnement, les pratiques, les compétences, les métiers qui sont les nôtres aujourd'hui. Et au-delà des réformes qui s'annoncent, nous allons continuer à évoluer pour pouvoir continuer notre mission d'intérêt général. Et nos partenaires le savent, mais au-delà des partenaires, il faut communiquer sans doute de manière plus forte pour faire savoir à l'ensemble des citoyens français le rôle et l'importance du monde HLM aujourd'hui dans la société. Pierre Madec,
cette notion de plus-value sociale, elle est essentielle désormais, notamment dans tout ce que l'on avance comme argument, on va dire, de communication, même si ça ne vous plaît pas, Marianne Louis, parce que ça permet de voir le plus du logement social et pas son moins, c'est-à-dire son coût. C'est-à-dire qu'il faut faire une globalisation. Mais ça, oui, mais ça n'a pas de sens, évidemment, de regarder le coût, si coût il y a en plus, parce que quand on parle de coût, on parle par exemple des aides à la pierre. Les aides à la pierre, c'est de l'investissement. Donc on ne devrait même pas appeler ça un coût. On devrait appeler ça un investissement pour l'avenir. On construit des logements pour que les gens soient logés dans de bonnes conditions. Mais bon, on peut appeler ça un coût si on veut, mais il faut évidemment mettre en regard les résultats. Et on en revient sur à quoi on se compare. Quand on regarde, alors vous pouvez regarder les graphiques de taux d'effort, vous pouvez regarder les graphiques de reste à vivre. Vous pouvez aussi regarder un aspect qui est intéressant, c'est-à-dire que quelle que soit la couleur politique, il y a un certain consensus pour dire que les investisseurs institutionnels, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, manquent en France. Et pourquoi en Allemagne ça marche si bien? C'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'institutionnels. Il faut savoir que les bailleurs sociaux sont un investisseur institutionnel. Regroupés, pas regroupés, est-ce qu'ils sont trop nombreux, pas trop nombreux? Bon, il y a des questions qui se posent. Bon, quand on parle de 800 organismes à mettre au regard de 5 millions de logements, il faut regarder en face, pareil, le privé. Qu'est-ce qui se passe sur le privé? Et sur le privé, il y a quasiment un bailleur pour un logement. Donc comment vous voulez discuter avec les acteurs du marché locatif privé quand en face vous avez 4 millions d'investisseurs? C'est extrêmement compliqué. Donc 800 c'est trop, 4 millions ça pose pas de problème. Mais en tout cas, si on veut mettre en place, développer, pas forcément d'ailleurs du parc social, c'est-à-dire si on veut améliorer la situation des ménages, la situation de logement des ménages, il faut des interlocuteurs. Et on l'a vu, alors c'est pareil, on peut critiquer des positions qui ont été prises, mais on le voit bien à chaque fois qu'il y a une loi qui arrive sur la table, il y a des discussions qui se font entre les représentants des bailleurs sociaux d'un côté et puis le ministre ou les députés de l'autre. Ça marche toujours comme ça. Est-ce qu'en face, dans le parc privé, il y a des interlocuteurs? Il y a des promoteurs qui discutent sur le côté construction, production, le fameux choc d'offres, mais il y a des représentants, il y a quelques représentants des locataires, mais il n'y a par exemple pas de représentants des bailleurs personnes physiques. Donc, une fois de plus, on a un secteur qui est organisé, et le fait même qu'il soit organisé procure une plus-value sociale, parce que ça permet de mettre en place. Il y a eu des débats, par exemple, au moment de l'encadrement des loyers ou de la garantie universelle des loyers. Pourquoi ces mesures-là ont posé autant de problèmes? Parce qu'en face, il n'y avait pas forcément d'interlocuteurs à même de comprendre soit les enjeux, soit comment on met en place ces mesures-là qui sont très compliquées. Les bailleurs sociaux permettent d'apporter ça aussi. Alors, à ce stade de notre débat, moi j'aimerais bien qu'on fasse un constat assez intéressant. D'ailleurs, vous m'avez tendu une petite perche tout à l'heure, avec la seule personne qui n'a pas parlé, c'est Cédric Van Stevendale, donc le président de Housing Europe. Je voudrais voir avec vous quelque chose d'intéressant, parce que ce que vous allez nous dire, là, est assez décapant et surprenant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que sur le logement social, la France qui se targue d'être un modèle, elle est plutôt à contre-courant en ce moment, le gouvernement, de ce qui se fait ailleurs en Europe, et alors, y compris dans des pays réputés très libéraux, puisqu'on prend l'Angleterre, mais l'Angleterre en ce moment investit dans le logement social et en masse. Merci. Avec une accroche comme ça, du coup, vous avez capturé l'attention de la salle. Je parle depuis Housing Europe. Housing Europe, c'est une fédération de fédérations, parmi lesquelles la Fédération des offices, la Fédération des ESH sont bien sûr membres. Et ça représente 26 millions de logements en Europe, c'est-à-dire 11% du stock de logements pour les pays membres. Et avant de détailler un peu plus ce que je voulais vous proposer de partager, peut-être répondre à votre question, est-ce que le logement social est une chance pour la France? Est-ce que les HLM sont une chance pour la France? Ce que je peux dire, en tout cas, d'un point de vue européen, c'est que le manque de logements abordables est une catastrophe pour la cohésion sociale en Europe aujourd'hui, et que la plupart des pays membres sont en train de faire ce constat, comme vous l'évoquiez, avec y compris
des plans de rattrapage d'urgence sur lesquels je pourrais revenir, qui sont colossaux, puisque, je l'ai dit un peu sous une forme humoristique, l'année dernière, on a eu le plaisir d'accueillir, vous avez eu le plaisir, si je me place du côté de l'Europe, comme ça c'est un peu plus tranquille, je fais moins de politique, vous avez eu le plaisir d'accueillir Julien de Normandie, qui est venu vous annoncer une coupe d'1,5 milliard dans vos recettes. Et qui reviendra demain. Voilà, donc on verra demain. Il se trouve que nos amis anglais, ils sont encore dans l'Europe, donc je peux les mobiliser de cette manière-là. Il se trouve qu'eux, il y a 15 jours, ils ont eu le plaisir d'accueillir Theresa May, qui est la première ministre, qui annonçait, au regard de la situation catastrophique du résultat des mesures prises par au moins son propre camp, sinon son propre gouvernement, il y a 5 ans, un plan de relance de 2 milliards de livres pour la construction d'un logement abordable, tellement la situation est intenable pour les habitants, notamment des territoires les plus tendus, comme Pierre Madec le disait. Donc, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en Europe, c'est tellement préoccupant qu'aujourd'hui, même la Commission, dont on peut penser qu'elle n'est pas forcément la plus à même à supporter les efforts budgétaires des gouvernements pour soutenir la construction abordable, même la Commission, aujourd'hui, dit qu'il manque 57 milliards d'euros chaque année en investissement autour de la construction d'un logement abordable. Donc c'est ça la situation aujourd'hui en Europe. Et la Commission, elle détaille en disant, tiens, dans le fond, en France, il manque sur ces 57 milliards, 3-4 milliards. Non, elle n'a pas jusque-là. Non. D'abord, en plus, la Commission, elle ne le dit pas toute seule, elle commande une étude et elle accepte de valider et de publier l'étude avec son logo, donc c'est déjà un premier pas. Par contre, elle le met dans un ensemble un peu plus global, c'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'il manque 150 milliards d'euros d'investissement pour les infrastructures sociales en Europe, au regard de la tension que nous avons sur la cohésion sociale. Mais pour ça, il y a un élément, alors je ne sais pas si on peut... Ah oui, c'est moi qui le fais. Oui, c'est vous qui avez la zapette. La Commission, elle n'est pas bête, elle regarde un certain nombre de chiffres, elle fait comme moi, ça c'est public, ce que vous voyez juste derrière moi. Vous allez sur Eurostat, en plus ils préparent les trucs à l'avance, vous pouvez choisir les courbes. Là, je vous ai mis la France et l'Europe. À gauche, vous avez le PIB par individu en Europe, par tête de pipe, d'accord ? On est passé en 17 ans de 20 000 euros par personne de PIB à 30 000 euros. Donc la croissance est de retour, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, elle est de retour. Et ce que je vous ai mis juste à droite, c'est le taux des ménages en situation de pauvreté. Alors vous irez voir Pierre Madec qui pense qu'il faut être un peu plus subtil dans l'analyse, mais il est d'accord quand même pour dire que ça représente une tendance sur la situation de la pauvreté en Europe. Ce taux, il est flat. Ça veut dire qu'il n'a pas varié de plus d'1%, que ce soit en Europe, c'est la courbe la plus haute, c'est-à-dire qu'on a un taux de pauvreté important en Europe, ou que ce soit pour la France, c'est la courbe qui est tout en bas. Ça ne bouge pas. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis. Alors je vous l'ai mis en anglais pour ne pas provoquer, parce que si j'avais traduit, ça fait la théorie du ruissellement, c'est pas maintenant. Vous voyez, donc voilà, en anglais c'est mieux, ça passe. Donc là-dessus, on a quand même une vraie difficulté, c'est-à-dire que nous sommes face à une croissance économique, elle est de retour, mais ses fruits ne vont pas dans la direction, en tout cas, qui nous semble la bonne pour Housing Europe, c'est-à-dire dans la direction d'une lutte contre la pauvreté. Excusez-moi, je ne suis pas Pierre Madec, mais quand on regarde la courbe française, à un moment, elle baisse quand même, non, cette courbe ? Oui, mais c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans ce détail. Il le fera mieux que moi. Il était d'accord pour qu'on se dise que sur 17 ans, ça ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas... On regarde sur une grande distance. Voilà, et ça, c'est une deuxième surprise du point de vue de l'analyse européenne que je peux avoir, c'est de se dire que la présentation notamment du plan de pauvreté qui a été faite il y a une quinzaine de jours n'aborde absolument pas cette question-là. Cette question que le manque de logements abordables est un des principaux facteurs de création de la pauvreté en France. Pierre Madec le dit extrêmement bien avec les chiffres qu'il vient de présenter. On a un impact direct, causal, entre le coût du logement et les ressources de nos citoyens sur ce pays, mais en Europe également. Et jusqu'à présent, on n'était pas si mauvais que ça. Alors du coup, je ne vous passerai pas toutes les slides parce que je vois bien qu'on est... ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Là, vous voyez celle-ci, là. Ça, c'est la question de ce que représente le logement dans la dépense contrainte des ménages en Europe. Le logement, c'est la contrainte la plus importante, la dépense contrainte la plus importante. On n'a pas le choix. C'est une évidence, mais c'est intéressant de remarquer que ça représente 24% des ressources des Européens. C'est une moyenne. Et à droite, vous avez la répartition des ménages en situation de taux d'effort trop important, c'est-à-dire qu'ils dépensent plus de 40% de leurs ressources pour se loger. En Europe, c'est 1 citoyen sur 10. Ça va beaucoup plus loin dans certains pays, y compris comme l'Allemagne, dont on verra qu'elle a pris des mesures assez radicales en la matière. La France, jusqu'à présent, on était plutôt un très bon élève. Nous, c'est 1 sur 20. Un Français sur 20 dépense plus de 40% de ses ressources pour se loger. Ça veut dire qu'on peut penser, et vous pouvez penser ce que vous voulez des politiques publiques à l'œuvre, elles avaient un effet sur le taux d'effort des ménages, et nous étions
bien positionné comme pays en matière d'abordabilité ou d'accessibilité financière du logement. Et ça, c'est un élément qui a été finalement assez peu mobilisé dans les débats précédents. On nous a asséné à coup de 2 points de PIB que nous étions les mauvais élèves de l'Europe. Les mauvais élèves, il faut les mettre en face des résultats. Il se trouve que globalement, le logement et sa production... Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Ouais, c'est formidable. Vous voyez, à gauche, la courbe, là, ça, c'est les pourcentages de PIB qu'on met dans la production de logements. En Europe, ça a été divisé par 2. Et juste à côté, c'est la production de logements sociaux. Ça a baissé de partout en Europe, sauf dans 2 pays, l'Autriche et la France. Donc ça permet, si vous voulez, au moins de relativiser un petit peu le tableau très noir qui a été fait sur le secteur d'activité qui est le nôtre en France. Et moi, pendant 1 an et demi, j'ai passé mon temps à... On me disait, mais pourquoi ils vous font ça ? Enfin, globalement, vous avez plutôt fait un bon boulot et vous vous faites rattraper d'une manière extrêmement violente alors que les résultats étaient présents. Et puis, il y a un autre élément sur lequel je voudrais vous alerter certainement sur cette question-là. Ça, c'est l'évolution de la courbe des prix du logement sur 15 ans. Et il y a 2 endroits qui sont intéressants. C'est les 2 endroits où on est le plus haut. Le premier endroit où on est le plus haut, c'est 2008. Ça vous rappelle quelque chose à peu près ? C'est la crise des subprimes. Eh bien, nous sommes rendus en 2018 à un niveau supérieur sur la valeur du coût du logement en Europe. Ça veut dire que nous avons strictement rien appris des erreurs du passé en matière de régulation des coûts du logement et que de nouveau, on s'apprête, et je ne le dis pas seul, l'Europe a mis 11 pays en situation d'alerte sur les niveaux d'augmentation des coûts du logement. La France n'est pas encore dedans puisqu'il faut être au-delà de 6% d'augmentation annuelle pour être sous un seuil d'alerte en matière de politique des prix du logement. Mais on n'a pas appris de nos erreurs sur cette question du logement. Et ce serait un phénomène de bulle financière comme en 2008 ou non ? En tout cas, ce serait plus diffus. Moi je vais le formuler tel que Housing l'Europe le formule. Le logement est quelque chose de beaucoup trop sérieux et important pour la vie des gens pour qu'il soit laissé seulement aux intérêts du secteur privé. Il faut absolument, et ce n'est pas une attaque vis-à-vis du secteur privé, il faut absolument qu'il y ait un partenariat fort entre la régulation publique et les producteurs, qu'ils soient privés ou publics, de ce logement, puisqu'on l'a vu, à chaque fois qu'on laissait faire le marché n'arrivait pas à se raisonner de lui-même pour réguler les prix. Je viens d'une ville dans laquelle, alors pour les Parisiens ça fera sourire, et puis j'ai déjà dit hier, mais c'est un chiffre moi qui m'a alerté. Pour la première fois sur l'agglomération lyonnaise, nous payons plus cher le foncier que le coût de construction des logements. Alors on l'entend dans toutes les métropoles capitales, sauf à Marseille, d'Europe quasiment, mais dans des villes dont on pourrait dire qu'elles sont un peu 2e ou 3e grande métropole, c'est la première fois qu'on y arrive. On paye le foncier plus cher que les coûts de construction. Ça doit nous alerter quand même sur les dynamiques qui sont à l'œuvre. Et puis, peut-être le dernier... voilà, peut-être je finirai là-dessus pour qu'on ait le temps d'échanger. On a fait des études avec Housing Europe, ces 2 rapports. Donc le premier rapport, c'est un rapport que nous avons coproduit avec Housing Europe, et le deuxième, c'est celui dont je vous parlais, dans lequel la Commission reconnaît qu'il manque 57 milliards. On a fait une étude en Europe qui dit que le mal logement, ça coûte 194 milliards d'euros par an. Derrière ces 194 milliards, on pose les coûts de santé, d'absence, de difficultés d'accès à l'éducation, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle. Bref, on a globalisé les coûts induits d'un mal logement. Et puis on a mis en regard un autre coût, c'est combien globalement il faudrait de milliards d'euros en Europe pour, non pas régler la question du mal logement, mais en tout cas la combattre très significativement. Et on arrive au chiffre de près de 300 milliards d'euros pour une période, on va dire, sur les 6 prochaines années. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que la Commission, avec le travail qu'elle conduit, elle reconnaît qu'il manque 57 milliards, et on peut se dire que c'est pour le prochain exercice budgétaire de l'Europe. Et donc, quand vous multipliez 57 milliards par 5 ou 6, vous n'êtes vraiment pas très loin de ce chiffre de 300 milliards, qui finalement ne représente que 18 mois de coûts de mal logement. Et moi, je pense que ce sont ces chiffres-là qu'il faut qu'on mobilise pour arriver à convaincre les États-nations de réinvestir la question du logement abordable. Et donc, c'est ce que je vous disais, et j'en finirai là-dessus. Certains ont déjà compris. On ne peut pas dire que ça soit l'aile gauche de l'Europe, puisque franchement, mis, à gauche Theresa May et à droite Angela Merkel. Oui, pour moi à gauche, mais en fait c'est à droite. Theresa May, 2 milliards de livres il y a 15 jours. Angela Merkel, avec l'aide des Länder, elle vient d'annoncer un plan de relance de 5,7 milliards d'euros sur les 3 prochaines années. Et dans ce plan de relance, il y a production massive de logements abordables, plan d'action pour réguler le prix du foncier. Voilà, donc ensuite, c'est pour ça
vous me disiez en rigolant, est-ce que la France est à contre-temps? Moi, je n'ai pas ce type de propos à tenir. Par contre, je peux vous donner à voir ce qui se passe et puis vous faites votre propre analyse au regard de ce que j'ai présenté. Mais je ne vais pas la faire moi. Bravo, bravo. Je vais demander à Pierre Madec de la faire. Pierre Madec, est-ce qu'on est dans une séquence où on serait à contre-temps des grands pays européens? Et si vous ne voulez pas répondre, si mon voisin de gauche ne peut pas répondre à cette question, moi non plus. Mais oui, clairement. Enfin, on voit bien que... Mais après, il faut comprendre les mécanismes. C'est-à-dire pourquoi on demande des efforts aux bailleurs sociaux, typiquement, parce que c'est les seuls à qui on peut demander des efforts. Donc, on condamne la crise du logement cher en disant les logements sont trop chers, il faut faire baisser les loyers. Et on demande aux bailleurs qui pratiquent les loyers les plus bas de baisser les loyers. C'est assez surprenant quand on essaye de... Alors on essaie, quand on est chercheur, on essaie de comprendre un peu la logique derrière. Je cherche encore sur ce sujet-là parce que j'ai toujours pas bien compris quel était l'argument. Pourtant, ce sont des gens intelligents. Mais l'argument principal, c'est de dire on joue sur ce sur quoi on a la main. Et le logement, la politique du logement... est une variable d'ajustement budgétaire. C'est pas nouveau, ça fait pas 2 ans que c'est une variable d'économie budgétaire. Il faut voir que si on regarde les aides personnelles au logement, elles sont sous-indexées depuis bientôt 20 ans. Donc ça fait 20 ans qu'on fait des économies chaque année sur les aides personnelles au logement. Donc là, on demande des efforts très importants aux bailleurs sociaux, mais ça fait en réalité plusieurs années qu'on demande des efforts à la politique du logement au sens très large. Évidemment qu'on est à contre-courant, évidemment que ce qui vient d'être dit doit être dit et doit être compris. C'est-à-dire que quand les Anglais disent les choix qu'on a faits politiquement il y a des années, c'était des mauvais choix, c'est-à-dire que inciter à la vente HLM, fragiliser les bailleurs sociaux, baisser les aides personnelles au logement, c'était une erreur. Et aujourd'hui, on reconnaît cette erreur et on fait un plan de relance. Nous, pendant ce temps-là, on dit non, mais en fait, c'est pas tant une erreur que ça et on va réussir à faire des économies intelligentes. Il y a quand même de fortes chances pour que dans 5 ou 10 ans, on accepte le fait que c'était une erreur et qu'on se retrouve à devoir faire un plan de relance. Et donc, une fois de plus, je vais continuer à chercher le pourquoi. Pour l'instant, il ne me vient pas à part cette logique budgétaire, mais c'est relativement inquiétant. C'est-à-dire que si on va vers le modèle anglais, les Anglais se sont réveillés. Pourquoi? Parce que la situation des ménages anglais et la situation de leurs conditions de logement, notamment, s'est fortement dégradée ces dernières années. Très fortement dégradée. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de l'habitat dégradé, il y a eu une augmentation des conditions de logement, même de l'exclusion vis-à-vis du logement. Theresa May n'a pas sorti 2 milliards de livres comme ça pour le plaisir. C'est-à-dire que la situation est dramatique en Angleterre aujourd'hui, et notamment dans les zones les plus chères. Il ne faudrait pas que ça le devienne également en France. Merci Philippe Bis, j'ai vu que vous bondissiez. Non, je ne bondis pas, mais je pense qu'il faut transmettre cette étude assez rapidement à Julien de Normandie. Ça nous permettrait peut-être de gagner quelques années. Enfin, les 2 études d'ailleurs. Les 2, tout à fait, et d'éviter les erreurs qui ont été commises par les pays voisins. Alors Cédric n'est pas rentré dans les détails, mais on a quand même assisté à un effondrement de la construction. Et donc, voilà, ce sont des faits, au-delà des paroles et de la ligne qui est aujourd'hui suivie. Je voudrais quand même donner quelques exemples concrets. On a parlé de la vente HLM. Certes, les bailleurs, dont je suis, peuvent vendre du patrimoine, évidemment, pour en financer du nouveau. Mais quand ils auront vendu le patrimoine valorisable, je dirais, que restera-t-il? Le patrimoine où nous logeons les populations les plus défavorisées. Et donc, on risque d'aboutir progressivement à l'effet inverse, à savoir que les bailleurs sociaux, c'est déjà le cas, mais on renforcera encore cet effet, logeront progressivement plus que les gens les plus précaires. Et après, on nous demandera d'assumer le vivre ensemble et la mixité sociale. Il y a là quelque chose, un antagonisme dans les politiques qu'on nous demande de mener, qui est difficile à accepter. Et on a vu ce matin que ce n'était pas si facile que ça de vendre en plus du logement social. C'est très compliqué. Faut trouver. On a aujourd'hui des acheteurs. On a tous dans nos territoires, notamment Action Logement, qui est prêt à acheter un certain nombre de logements, mais ça n'aura qu'un temps, évidemment. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on est aujourd'hui sur un système qui a été inventé.
enfin, le logement social est plus que centenaire, mais le système sur lequel nous vivons aujourd'hui date de la fin des années 70. Et sans doute, notre responsabilité, mouvement du logement social, aurait été, me semble-t-il, face aux offensives qui ne datent pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai été parlementaire et j'ai aussi connu cette facilité qui est de servir du logement social comme variable d'ajustement, comme vient de le rappeler Pierre Madec. Sans doute faudrait-il qu'on travaille sur un modèle qui continue de reposer sur la solidarité nationale, mais peut-être qui tient compte aussi des évolutions de la société, des évolutions du rôle même des bailleurs sociaux, qui a certes un rôle économique, mais dont le rôle social et la valeur sociale est aujourd'hui absolument, je dirais, méprisé, alors qu'on peut la quantifier. En tout cas, on arrive à la quantifier dans nos territoires. La difficulté, je suis d'accord, c'est vrai que ce que nous faisons sur les territoires, on n'arrive pas à le valoriser au niveau national. Et sans doute que c'est un des enjeux des mois et des années à venir. Marianne Louis, vous vouliez prendre la parole ? Oui. Merci. Oui, un petit point peut-être de réflexion, puisqu'on est là à la fois, vous le voyez, pour partager des éléments, des arguments, les affûter, et puis partager des éléments de réflexion sur la façon d'aborder la période qui vient, puisque c'est une période qui est assez déroutante, c'est une période dans laquelle on a effectivement le sentiment d'être à contre-courant. Pour autant, alors qu'on a affaire à des interlocuteurs on peut avoir des débats, mais qui sont des gens qui sont des personnes qui s'intéressent à leur sujet. Il y a sans doute quelque chose que le mouvement HLM a peu fait, et qu'il doit faire dans son travail et dans son expression, qui n'est pas dans le cadre de son action professionnelle, mais en lequel il doit le faire, c'est sur la question du logement. On voit qu'il y a une interdépendance très forte entre le parc privé et le parc social. Et qu'au fond, quand on ne traite et quand on ne s'exprime que sur le parc social, on ne parle que d'un bout du sujet, et donc on a du mal à être convaincant et à porter un discours un peu large. Et je trouve que quand on met en perspective la question du parc social et la question du parc privé tel que ça a été fait là, aussi en pointant le fait que le parc social, lui, il est en France structuré, il est de toute façon globalement, alors que le parc privé est extrêmement diffus, extrêmement éclaté, on arrive sans doute à mieux expliquer et démontrer les phénomènes qui sont à l'œuvre. Et surtout, ça a du sens si on se replace de notre premier point de vue, qui était celui de la plus-value sociale, c'est-à-dire celui de l'habitant, de la personne. La personne, sa vie ne change pas en dehors du paramètre du logement, selon là où elle habite. Elle a un travail, elle n'a pas de travail, elle a un salaire satisfaisant, pas satisfaisant, elle divorce, elle se remarie, elle se retrouve âgée seule dans un logement. Enfin, mais le continuum de sa vie, lui, la question du statut de son logement pourrait être neutre si la réflexion était continuée. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, on a l'impression que nos interlocuteurs ont tendance à penser, et même nous, des fois, on l'intériorise trop, que la politique du logement, c'est la politique du logement social. Non, la politique du logement, ça doit être la politique du logement de nos concitoyens. Voilà. C'était peut-être ça aussi un élément. Oui, mais je vais peut-être être un peu iconoclaste. Je ne pense pas qu'il y ait une vision à l'anglo-saxonne, comme on a pu connaître dans les années Thatcher, sur la fin du modèle du logement social, où il y avait une visée très politique de dire il ne faut plus du logement social, il faut qu'il n'y ait que le marché. Moi, en tout cas, je ne le sens pas comme ça. Je pense que, en tout cas, une analyse que je pourrais en faire, c'est que le logement social est victime d'autre chose. C'est une victime collatérale. Il a été inventé, il y a 20, 30, 40 ans, un système de financement pérenne d'un pan de la protection sociale qui, tout compte fait, fonctionne pas si mal que ça. Et donc, avec un système, avec les fonds d'épargne, avec le livret A, avec une génération, avec la péréquation dans nos parcs, avec un système avec un peu d'investissement public, avec l'APL, qui, tout compte fait, fonctionne pas si mal par rapport aux autres pans de la protection sociale en France. Et quand on regarde ce qui se passe sur la santé, ce qui se passe sur les retraites, ce qui se passe sur tout ça, ces systèmes vont tellement mal et la vision à moyen terme est tellement négative sur ces systèmes qu'il faut bien aller récupérer de l'argent dans un système qui, tout compte fait, va peut-être pas si mal que cela. Et c'est peut-être cette vision qui est très compliquée chez nous à comprendre et à faire comprendre, c'est que le système du logement, avec ses errements, on va pas non plus dire que tout est mieux dans le meilleur des mondes, dans le monde du logement social, on a nos errements, mais tout compte fait, on est moins malade que dans d'autres pans de la sphère de la protection sociale. Et quand on a un individu qui est un peu moins malade, eh bien, on lui en demande peut-être un peu plus. Et c'est là qui est compliqué, parce que c'est là où il faut réussir à dire que oui, mais si on nous en prend un peu plus, tout compte fait, c'est tellement déstructurant qu'on va être le plus malade dans quelques années. Et en tout cas, le plus mauvais pan de la protection sociale. Et je pense que c'est là où c'est très compliqué de dire que nos équilibres, ils ne sont pas à 5 ans.
les équilibres du logement social, ce n'est pas un horizon politique, c'est un horizon de plusieurs dizaines, voire plusieurs, pas centaines d'années, mais plusieurs décennies. Et ça, c'est une vraie question. Et après, on fait porter quand même des grands mots au logement social. Oui, nos logements sont construits sur des zones et ils sont faits pour vivre 30, 40, 50 ans. Quand on regarde la démographie française, quand on regarde l'évolution du tissu industriel en France sur ces 50 dernières années, on voit qu'on a des logements qui sont peut-être pas si bien placés que cela sur les territoires. Mais est-ce que c'est la faute du logement social ? C'est la question qu'on peut se poser. Donc moi, je suis assez dubitatif parce que je pense qu'on a des politiques qui sont très budgétaires. Le fondement politique, tout qu'on fait, n'est peut-être pas si important que ça. Le but, c'est de faire des économies de court terme. Mais notre économie est une économie de long terme et on a des politiques sociales et une implication sociale de long terme. C'est vrai que le gouvernement a dit aux Français, dans le fond, ils ont de l'argent devant eux, et puis baisser de 5 €, c'est pas grand-chose. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça faisait 800 millions, puis après ça, je crois qu'on arrive à 1,5 milliard. Mais on a dit aussi que vous aviez un beau bas de laine, d'ailleurs. Ça veut dire que le logement social était bien géré. Ça veut dire que le logement... pareil, c'est... Hier, il y avait l'interview de Monsieur le Président de la République qui disait exactement ça. Regardez, ils ont de l'argent. Mais cet argent vient d'où ? Vient d'une bonne gestion, en bon père de famille. Je sais bien que c'est plus dans la loi, c'est pas très politiquement correct de dire en bon père de famille. Des organismes qui avaient géré et qui pensaient sur du long terme. Et la trésorerie, c'est l'investissement futur. Donc, et c'est ça qui est compliqué dans des sphères où il n'y a plus d'argent. En tout cas, l'effort qu'on va demander sur les retraites, l'effort qu'on va demander sur le système de santé, eh bien, on est peut-être les moins malades à court terme. Allez, Cédric Van Stevendel, vous vouliez dire... Alors, on va tous y aller de façon un peu courte. Bien sûr, ce sera juste une réponse à ce propos iconoclaste et à cette interrogation. Moi, j'invite à se méfier énormément du syndrome de la grenouille, vous savez, qu'on met dans l'eau et puis on fait monter tout doucement la température. Moi, je pense qu'il y a des visions à l'œuvre. Je ne dis pas que le gouvernement a une vision, je pense qu'il y a des visions à l'œuvre et qu'il faut que nous soyons extrêmement prudents sur les mécanismes qui sont en train de s'installer, notamment ceux qui permettent progressivement de valoriser la totalité du parc de logement social de ce pays. C'est un bien commun dont il me semble qu'on ne doit pas définir qu'il a une valeur qui pourrait se titriser. Et dans d'autres pays, ça s'est passé beaucoup plus vite qu'on ne le croyait. Et donc, moi, je serais un peu plus prudent si j'étais dans ce secteur en responsabilité quant à regarder quand même quels sont les mouvements qui, autour effectivement quelque chose de l'ordre, on pourrait presque penser une forme de maladresse estivale ou d'une erreur de compréhension de nos mécanismes de financement, finalement n'ouvre pas la porte à d'autres manières de penser le devenir du secteur du logement public aidé et à des manières certainement qui risquent de mettre en danger un modèle qui fonctionnait bien. En tout cas, je l'ai vu dans beaucoup d'autres pays et ça a été d'une violence rare et comme le disait Pierre Malek, ça demande après des plans de relance. Donc peut-être qu'il n'y a pas une vision, mais moi je suis sûr qu'il y en a plusieurs et il faut quand même qu'on soit très prudent sur les mécanismes qui sont en train de s'installer. Oui, rapidement. Effectivement, je crois que la présentation de ce qui se passe dans les autres pays européens est très, très intéressante et il faut regarder ce qui s'est passé. Je crois que ça ne nous interdit pas et ça nous oblige quand même à réfléchir à la façon dont notre secteur doit évoluer. Je souscris tout à fait à ce qu'a dit Marianne Louis sur le fait que le logement social n'est pas une bulle étanche. Hein. Les locataires qui sont chez nous, ils passent dans le logement social. Certains y restent très longtemps. Ils accèdent à la propriété. Et je crois nous avons à nous interroger collectivement sur les avancées, sur le logement intermédiaire dans les grandes métropoles qui permettent des parcours professionnels, des parcours de logement, et puis sur la vente, évidemment, je veux dire, le paradigme de la vente en tant que perte de logement social pose question. Simplement, raisonnons aussi par l'accédant qui accède à la propriété, par son logement social, qui va y réinvestir, et que lorsqu'il arrive à la retraite, de ne plus avoir de charge de loyer. Est-ce que ce n'est pas un beau dessin aussi? Mais tout ça, comme le disait Philippe Bis, il ne faut pas que ça soit dans des proportions qui, effectivement, mettent en péril le modèle économique. Donc, il faut le faire avec mesure, mais utilisons tous les outils, puis soyons créatifs peut-être sur d'autres éléments à faire évoluer pour que notre modèle puisse continuer à être une chance pour la France. Bertrand Borus, vous vouliez dire un mot? Oui, juste un mot rapide concernant la dépendance de notre action par rapport à la volonté politique. Je voudrais revenir sur la production de logements abordables en zone tendue. Partout où les collectivités locales ont fait des zones d'aménagement public,
nous avons pu produire du logement abordable en nombre important. Je vois par exemple à Bordeaux, dans les zones d'aménagement public, il y a 50% de logements abordables entre le locatif social et l'accession sociale à la propriété. J'ai l'exemple d'une petite commune de la Côte Basque que je vais citer, qui est Bidart, dont le maire a décidé que 70% de la production de logements serait du logement abordable, que ce soit en accession sociale ou en locatif social. Bidart, c'est une des meilleures plages de surf oui, à côté de Biarritz. Tout à fait. Je vois que vous connaissez bien le Pays Basque. Comme ça, vous voyez que j'ai la culture assez générale et ça me fait plaisir. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que partout où il y a une réelle volonté politique, et on a cité souvent l'exemple de Rennes, par exemple, sur le foncier et sur les zones d'aménagement public, il y a des solutions. Et que nous sommes assez dépendants de ces volontés politiques. Allez, j'aimerais qu'on regarde encore une vidéo, qu'on revienne un peu sur le terrain avec un témoignage pour faire un peu avancer ce débat qui arrive bientôt à sa fin d'ailleurs. Je m'appelle Guillaume Bolzer, je travaille à l'agence Bottière de Nantes Métropole Habitat. Je suis responsable de secteur et à ce titre, voilà, j'ai dans le patrimoine à entretenir le secteur où nous sommes présents ce matin, Saint-Joseph-Grand-Clos, également appelé Île-de-Saint. La question du lien, elle se pose au quotidien. On a affaire à des gens qui sont voisins, qui vivent ensemble. Donc la question du lien, elle se pose tous les jours. Alors effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit un parc comme celui-là, dont la configuration se rapproche peut-être plus d'un espace public que d'un espace strictement privé, effectivement, ça peut poser la question de l'intervention du bailleur. Moi, je n'y vois qu'un intérêt en tant que gestionnaire, puisque des espaces extérieurs dont j'ai la gestion, correctement utilisés, respectés, avec une appropriation et un usage juste, me garantit un quotidien relativement calme. Et d'autant plus lorsqu'il apporte satisfaction aux gens. Alors, dès le départ, on a fait le choix de faire appel à des structures d'insertion parce qu'il y avait une forme de cohérence dans la logique de lien social. On aurait pu effectivement faire le choix de retenir un menuisier classique qui a répondu à nos appels d'offres. Non, on a préféré faire travailler des structures d'insertion qu'on savait avoir travaillé préalablement avec les services de la ville, notamment au niveau des jardins familiaux, qui sont assez nombreux sur Nantes. Esthétiquement, moi, voilà, j'aimais aussi assez ce que faisait cette structure. Donc, même si, voilà, on sait au quotidien, dans la conduite d'un chantier, on n'est pas sur un chantier classique parce que l'entreprise n'a pas forcément la même capacité à répondre aux demandes qu'une structure classique. Moi, ça me semblait très important de faire intervenir l'insertion là-dessus, quoi. Alors toujours, cette notion, au-delà de la construction pure du logement, de lien social et de ces quartiers qui vivent autour, dans le fond, de ce que vous réalisez. C'est-à-dire que, encore une fois, ce n'est pas que du bâti. Marianne Louis ? Cet exemple, il est formidable. Moi, j'aurais que tout le monde le voit parce que et tous nos interlocuteurs, parce qu'on nous parle souvent du coût de gestion des organismes HLM. Et vous voyez bien que faire le choix d'un espace extérieur de cette taille, il y a beaucoup de professionnels dans la salle, ils le savent. La gestion de l'espace extérieur, c'est une gestion qui est significative. Faire le choix d'un espace extérieur de cette taille et de ce niveau qualitatif, ça augmente indubitablement un tout petit peu le coût de gestion par rapport au choix qui aurait été celui d'une résidentialisation à 2 mètres du bâtiment. Mais c'est quoi le gain derrière pour la collectivité dans ce quartier ? Il est évident, ça saute aux yeux. Et donc, je crois que des fois, dans certains débats, quand on est systématiquement dans la comparaison en chiffres, il faut pouvoir ramener un petit peu des exemples comme ça qui montrent qu'il y a aussi une qualité humaine, une qualité de vie pour les habitants qui est beaucoup plus forte et qui bénéficie à l'ensemble de la société. Et je vous remercie de faire mon travail parce que justement, j'ai un troisième témoignage que j'aimerais que l'on voit et qui va compléter tout ce que l'on dit depuis tout à l'heure. J'ai été pendant des années à un 3e étage, après un rez-de-chaussée surélevé. Et là, le paradis, je suis au dernier étage, mais j'ai un ascenseur. Et depuis que je suis là, je n'ai plus mal aux jambes. Ça ne m'empêche pas de faire de la marche parce qu'il faut continuer à marcher. Mais je n'ai plus d'escalier à monter. Et ça, c'est très important pour moi. Ces problèmes de santé, ça reste important. Et pour le moral et pour le physique. Je crois que le fait de pouvoir accéder à un logement adapté
permet maintenant aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible dans leur appartement et d'éviter de partir trop vite dans des lieux où elles ne seraient plus, comment dire, complètement indépendantes. Je crois aussi que ça me permettra de rester active jusqu'au bout, de rester aussi en bonne santé. En étant plus active, on est plus en bonne santé, et aussi de garder le contact avec un environnement, des amis, le monde associatif, les activités du quartier, aller à un spectacle. Enfin, je crois, si on y réfléchit bien, l'avenir des personnes âgées, si on veut vraiment leur bien-être et leur bonheur, c'est davantage de leur permettre d'être dans des logements adaptés qui leur permettent de continuer à vivre, disons, normalement, et d'avoir une vie sociale, de recevoir leur famille, les amis. C'est vraiment, pour moi, ça reste prioritaire, et je crois que quand on réfléchit à ce monde qui va devenir de plus important, le monde des personnes d'un certain âge, eh bien, il faut penser à tout ça. Et c'est aussi leur bonheur. Voilà, je trouve que c'est un très très beau reportage. D'abord, félicitations à Nantes Habitat, parce que les 3 reportages étaient vraiment intéressants. Et celui-là, franchement, on comprend toute la problématique de gens qui arrivent à un certain âge et qui sont aussi, grâce à vous, logés, parce que je ne sais pas de combien est la retraite de cette dame, mais c'est évident que voilà, elle peut continuer à vivre dans des conditions qui sont celles où elle veut vivre, grâce au logement social. Alors, allez-y, on va faire un dernier petit tour de piste. Un témoignage d'une partie de l'activité du COL qui consiste à développer un modèle de production en accession sociale à propriété participative. Et nous retrouvons exactement ce genre de discours auprès de nos accédants, coopérateurs qui ont travaillé à l'élaboration de leur logement et de leur vie sociale. Où nous voyons des échanges, où il y a de l'aide aux devoirs, où il y a de l'entretien du patrimoine, des espaces extérieurs qui sont gérés par les habitants, etc. Et ces valeurs de partage et de solidarité irriguent des quartiers entiers après. C'est-à-dire que les autres habitants du quartier viennent profiter de cet esprit de partage et de solidarité, et on voit naître autour de l'habitat participatif toute une vie sociale qui n'existait pas auparavant. Allez, 2 petites réactions. Oui, mais c'est la preuve en fait que les HLM sont à la fois une chance pour la France, mais c'est aussi, ils sont une force. Et en matière d'innovation sociale, historiquement, les HLM, comme on les appelle, ont toujours été un peu en avance. C'est les précurseurs, les pionniers d'un certain nombre d'innovations, que ce soit dans l'insertion, ça a été rappelé. À Strasbourg, les bailleurs sociaux sont les premiers donneurs d'ordre des régies de quartier pour l'entretien des espaces extérieurs, pour l'entretien des parties communes, mais ça fait maintenant, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait à peu près 30 ans. Et aujourd'hui, on travaille sur d'autres formes d'associations avec nos locataires, des jardins partagés, des jardins en terrasse, des composts, tout ce qui compte aujourd'hui dans une ville qui, certes, doit être dense, mais qui doit aussi être vivable et respirable pour nos locataires. Donc, et ça, le privé peut le faire, mais de manière, je dirais, cosmétique et parcellaire. Quand un bailleur social le fait, avec les orientations notamment de sa collectivité de référence, ça a évidemment beaucoup plus de force et d'impact sur les populations et sur les locataires en particulier. Je crois que la table ronde, on aurait très bien pu aussi l'appeler les HLM, une chance pour les Français. C'est ce qu'on voit, c'est oui, c'est un avantage économique, c'est un avantage mais c'est aussi un avantage pour des tas de Français. Et quand on regarde l'imaginativité des bailleurs sociaux qu'on a pu voir dans le programme des 10 000 logements accompagnés, quand on a pu voir, je veux dire, c'est bien ce qui se passe sur les territoires. Faut le dire qu'il y a des tas d'imagination. Mado, il y en a des centaines, il y en a des milliers dans les logements, chez les bailleurs sociaux. Et c'est bien, les jardins partagés, l'occupation partagée des espaces publics, c'est bien. Et ça vient de là. Et je crois que ça, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, j'ai pas de jugement d'ailleurs, le privé ne le fera pas.
le privé ne le fera pas. C'est parce que nos acteurs, nous bailleurs sociaux, nous sommes là pour du très long terme. Donc nous avons une réflexion pas à court terme. C'est pas vendre un produit et dire je vais y rester 5 ans. C'est que quand je serai plus directeur, le directeur qui me succédera, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il sera content d'avoir un jardin partagé, il sera content d'avoir un espace vert partagé, il sera content d'avoir des logements qui seront adaptables, même s'ils ne sont pas adaptés maintenant, ils pourront être adaptables dans le temps. Et je crois que c'est ça la chance, c'est les HLM, c'est une chance pour les Français. Allez. Je crois qu'effectivement, nous nous préoccupons du logement des familles, et non pas de gérer des logements. Ce n'est pas ça notre vocation, c'est de loger des familles. Et effectivement, alors pour citer un exemple, il a fait très chaud dans Lorraine cet été. Bon, il y a même eu une alerte canicule, donc ça arrive, vous voyez, plus qu'à Marseille même. Et effectivement, nous avons pris l'initiative d'appeler plusieurs centaines de personnes âgées qui étaient répertoriées avec leur numéro de téléphone pour savoir comment elles supportaient et éventuellement d'engager d'ailleurs une visite dans leur logement pour effectivement se prémunir d'éventuels accidents. Voilà, donc c'est ça, c'est la préoccupation des familles que nous logeons, et pas la gestion des logements comme peuvent le faire effectivement dans le privé, mais c'est leur métier. Donc je crois qu'il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça, mais c'est notre préoccupation et notre raison de vivre. Allez, je vous ai gardé un petit plaisir pour la fin. On va terminer avec vous, Marianne Louis. Et une information, là encore, qui va à l'encontre de toutes les idées reçues. Les Français, dans leur immense majorité, sont favorables au logement social. C'est un sondage de Kantar Media qui le dit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Kantar est un des plus gros sondeurs au monde et il est anglais. Donc, je pense que le mouvement HLM français n'a pas pu faire pression et que le sondage est une réalité. C'est-à-dire que les Français ont une très belle perception du mouvement HLM. Oui, c'est vrai que d'une façon générale, on ne fait pas pression sur les sondeurs, je crois. Alors, en plus, c'est tellement pas la culture de l'USH que voilà. Non, on voulait un peu finir là-dessus. Donc, vous avez eu des analyses économiques, une vision européenne, des témoignages d'organismes, des vidéos de témoignages. C'est aussi pour vous dire que voilà, ce qu'on se dit là. Globalement, les Français le ressentent et le partagent. Alors vous verrez, ils partagent pas non plus, ils sont pas non plus en permanence enthousiastes de toute l'activité du logement social. C'est bon de le savoir parce que ça me permet aussi de savoir là où sont nos points d'amélioration dans l'action ou en tout cas dans la façon de faire connaître notre action. Donc là, premier élément, quand on vous dit ouais mais les gens n'aiment pas le logement social, les gens croient peut-être que les gens n'aiment pas le logement social, mais globalement 89% de nos concitoyens considèrent que le logement social joue un rôle important dans la société française. Donc oui, le logement social sert à quelque chose. Et ce que décrivait tout à l'heure Pierre Madec sur le rôle social des organismes HLM, de l'activité du logement social, est perçu par nos concitoyens. Voilà. Il y a une utilité au logement social. Deuxième aspect, alors vous voyez là on est un peu plus nuancé, mais en même temps voilà, c'est êtes-vous attaché au logement social ou au HLM en France tel qu'il existe aujourd'hui et à ses principes? Alors, la question est assez longue, en tout cas ce qu'on voit c'est que majoritairement, les Français sont attachés au logement social. C'est des chiffres qui sont intéressants. Ces résultats-là, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi justement pour faire référence à ce que disait Thierry Debrand. Quand on parle globalement du service public, je pense à ce qui avait été publié sur la SNCF, par exemple, ou des sujets comme ça, on est perçu comme étant majoritairement, majoritairement, les Français sont attachés. Et puis, vous voyez ce sous-total qui est là, voilà, les locataires HLM, eux, ils sont particulièrement attachés au logement social. Ils mesurent dans leur quotidien son utilité. C'est important, il y a une donnée qui n'est pas dans ces slides parce que ça relève d'une autre étude, mais on a l'occasion de le rappeler des fois, n'hésitez pas à le faire. Un Français sur deux vit ou a vécu à un moment en logement social. Voilà. Alors, c'est pas toujours le cas de nos interlocuteurs quand on travaille avec les services de l'État, mais en tout cas, un Français sur deux vit ou a vécu en logement social. Ça peut être avec ses parents, ça peut être au tout début de sa vie, ça peut mais c'est donc tout le monde connaît le logement social. Hein. D'ailleurs, vous remarquerez que tout le monde a un avis sur l'école et tout le monde a un avis sur le logement social. Donc c'est très net. Alors ça c'est la première fois qu'on pose cette question. Parce qu'on fait des fois des baromètres, c'est pas l'avis sur le logement social, c'est l'avis sur les organismes HLM. C'est qu'est-ce que les Français pensent de vous, voilà, tout simplement, en tant qu'organisme HLM. C'est la première fois qu'on pose cette question, donc je pense qu'on essaiera de la reposer, on en parle avec la direction de la communication assez
de temps en temps pour regarder comment ça évolue. Mais en tout cas, aujourd'hui, majoritairement, les Français ont une bonne opinion des organismes HLM et les locataires HLM eux-mêmes ont une opinion meilleure que la moyenne des Français, ce qui veut dire que quand on est dans locataire HLM, en fait, une partie des préjugés qui sont attachés au logement social, on ne les ressent pas. Ce chiffre de 70%, il est satisfaisant en général, mais pouvez-vous dire, mais moi, mon enquête de satisfaction, elle est meilleure. Parce que vous avez vos enquêtes satisfaction. Parce que ça, c'est assez caractéristique, c'est que les locataires HLM, là, on leur a pas demandé ce qu'ils pensent de leur bailleur. On leur a demandé ce qu'ils pensent des organismes HLM en général. Et en général, ils pensent que le leur est bien, mais que les autres sont un peu moins bien que le leur. Hein. Mais ça, c'est ce qu'on retrouve souvent sur ce type d'enquête et sur ce type de public. Voilà. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire, c'est là on a une série de questions. Alors là, évidemment, pour finir, on plombe un peu, parce que vous allez voir, c'est descendant. On part à 67, puis sur la slide suivante, on passe en dessous de 50% sur les questions. Donc, voilà, il y a des questions, les réponses sont assez naturelles. On pourrait même penser qu'elles pourraient être supérieures, remplissent un rôle essentiel dans les quartiers difficiles. Moi, pour tout vous dire, j'ai trouvé que 67%, c'était relativement faible. Voilà. Construisent des logements de qualité, bon, 60%, je pense que c'est... voilà, bon. Rendre un service de qualité aux locataires, rénove beaucoup de logements. Alors ça, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est bien, plus de la moitié des Français pensent qu'on rénove beaucoup de logements, mais en même temps, quand on sait qu'on a une performance énergétique qui est de 30% supérieure au parc privé, 30% de consommation d'énergie primaire en moins dans le parc social que dans le parc privé, au fond, le score, il est un peu faible par rapport à l'investissement qui est fait. Alors peut-être que le sujet aujourd'hui, pour nous, mouvement, là, c'est moins l'investissement, parce que l'investissement, vous y êtes là, il y a 100 000 logements qui ont des améliorations d'étiquettes énergétiques tous les ans, que la façon de le faire savoir, de le faire connaître. Et puis là, les sujets un peu plus sensibles sont investis dans la transition énergétique. C'est ce que je disais précédemment. C'est un 52%, alors que vraiment, les bailleurs sont les moteurs de l'investissement dans la transition énergétique dans le secteur du logement. Développent et soutiennent de nombreuses actions sociales pour les locataires. Alors ça aussi, on a une action il n'y a pas un bailleur qui n'ait pas tout un panel de réflexion, de mobilisation des équipes, de travail sur des actions sociales. Mais les débats sur le logement tournent tellement autour des questions du financement que cette question est noyée dans le bruit du financement. Donc pour nous, c'est une réflexion. C'est aussi pour ça que vous verrez, demain, on a les trophées de l'innovation, toute une valorisation de l'innovation sociale. On travaille sur ces points-là. Et puis, sont bien gérés financièrement. Bon, là, compte tenu de la campagne, après 2 ans de campagne, comme on l'a eu, je dirais 45%, c'est presque un bon score. Là, il faut rester... voilà. Et alors là, le sujet difficile pour nous, parce que vous avez fait des commissions d'attribution ouvertes au public, vous avez fait la réforme des attributions, etc. Et pour autant, la question des attributions reste un sujet qui est mal perçu dans la société. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on continue ce travail de pédagogie autour des attributions. Voilà. Ça, c'était peut-être pour nos futures tables rondes, nos futurs travaux, mais en tout cas des éléments de réflexion pour nourrir vos travaux et vos réflexions. Alors, c'est très intéressant ce sondage parce que effectivement, il met à bas quelques idées reçues. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas l'air d'être très contente, Marianne Louis, mais quand même, les chiffres sont très très bons. Excusez-moi de vous le dire, mais vous avez l'air comme ça de dire que 60%, c'est pas beaucoup. Si, c'est très bien, excusez-moi, ça fait partie des bons sondages, quoi. Voilà, donc écoutez, il est 15h37. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse faire une petite conclusion. Alors vous savez, c'est ce qu'on appelle chez nous en radio le 40 secondes sur France Info. En 40 secondes, on peut dire beaucoup de choses. Et comme ça, on va tenir très exactement le timing. Et puis ça va vous obliger à aller à l'essentiel. Allez, qui commence? On va prendre le professeur. Allez-y, Pierre Balek. Non, la question, pour revenir à la base, c'est est-ce que c'est une chance, est-ce que le logement social est une chance pour la France? Ce qui a été dit pendant 1h30, c'est que les bailleurs sociaux font du logement. C'est le logement qui les intéresse. C'est pas l'immobilier, c'est pas la gestion. Il faut pas être naïf. Évidemment que les petits reportages, ils ont été choisis par l'USH. Donc il y a personne qui, avec son ascenseur en panne, qui va témoigner en disant mon ascenseur est en panne. Et mais ça, c'est pour la table ronde juste après. Mais vous allez voir. Mais le fait est que c'est important qu'il y ait des organismes qui fassent du logement. Et c'est important qu'il y ait 17% des résidences principales qui soient
protégés, par exemple, de la spéculation immobilière, ce qui est le cas. Et pour juste rebondir sur le débat qu'il y a pu y avoir tout à l'heure, sur est-ce que le gouvernement veut privatiser le logement social ou pas, j'en sais rien. Mais envoyer le signal qu'il faut valoriser un parc qui aujourd'hui ne l'est pas, c'est très inquiétant. Parce que, est-ce que vous allez dire à un maire, vendez un rond-point pour en construire 2 ? Non. Je veux dire, personne ne va dire ça. Donc pourquoi vous diriez à un bailleur social, vendez un logement pour en construire 2 ? Ça n'a pas de sens. Et donc ça fait partie d'une logique qui est, à mon avis, à surveiller de près, parce que sinon, une fois de plus, il y a les Anglais qui sont juste de l'autre côté de la Manche et qui nous montrent ce qu'il ne fallait pas faire. Merci Pierre Balek, et en plus vous avez été applaudi. Alors on va voir si le second, Cédric Van Sivendel, vous allez réussir aussi à vous faire applaudir. Non, c'est pas ce que je recherche. Je ne sais pas la question, les HLM, une chance pour la France. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les acteurs engagés et publics autour de la question du logement abordable sont une chance et un espoir pour l'Europe. Et qu'il n'y a pas un pays dans lequel où, quand ces acteurs ne sont pas présents, qui réussit à faire la transition énergétique, qui réussit à répondre correctement à la question des flux migratoires, qui réussit à répondre correctement à la question du vieillissement de la population. Nous avons besoin, je dis nous collectivement, d'opérateurs sur le long terme, régis par l'intérêt public pour adresser collectivement ces enjeux de société. Et ce serait une erreur que de penser que d'autres peuvent le faire mieux, plus vite à notre place. Ça n'a jamais fonctionné. Donc ensuite, la question du statut, la question est-ce que c'est des offices, est-ce que c'est des ESH ? Je ne suis pas certain que ça soit véritablement la question. La question est que nous avons besoin d'opérateurs publics sur le long terme. Sinon, on aura des politiques court-termistes qui sont beaucoup plus coûteuses que ces opérations et ces stratégie sur le long terme que nous menons, par exemple pour le secteur des HLM en France depuis plus de 100 ans, avec un succès qui n'est pas démenti par le sondage d'opinion que Marianne vient de nous présenter. Marianne, oui, justement. Voilà. Bon, écoutez, vous nous avez demandé d'être très rapide. Notre thème, c'est les HLM, une chance pour la France. Je crois que maintenant, nous en sommes convaincus. La question maintenant, c'est comment on fait pour que les HLM continuent d'être une chance pour la France. Et dans une France qui est globalement une société, pas que la France, on a beaucoup parlé de la question européenne, qui a déjà devant elle beaucoup de difficultés à surmonter. Il y a des difficultés mondiales comme la question de la transition climatique et tout ce qu'elle va emporter. Je pense qu'on en mesure aujourd'hui très fortement les conséquences. Il y a des difficultés qui sont plus internes à l'Europe avec des risques de fragmentation, d'opposition extrêmement forte et qui peuvent effectivement être très inquiétantes. Et on a en tout cas la chance en France d'avoir un logement social qui, alors évidemment, n'est pas la solution à tout, mais qui participe d'une forme de stabilité, de sécurité et donc de bien vivre pour nos concitoyens. L'enjeu maintenant, c'est évidemment de le partager. Alors pour partager ça avec vous, je crois qu'on le partage. Il faut le partager, il faut être plusieurs. On va travailler et on continue de travailler avec les pouvoirs publics. Moi, je crois qu'il ne faut jamais renoncer à convaincre, donc c'est dans cet état d'esprit qu'on est. En plus, les derniers bruits qui viennent de Paris montrent qu'on commence à être sensible à vos arguments. Oui, moi je voudrais avoir une parole un peu sur un secteur particulier qui sont les villes moyennes. Et justement, parce qu'en Lorraine, on a connu ça, effectivement, les zones peu ou pas tendues. Et je crois que les HLM peuvent être une chance pour ces territoires-là. Parce que la revitalisation des centres-villes, dire il faut réintroduire du commerce, vous ne pouvez réintroduire du commerce dans des villes moyennes que si vous amenez des logements. Parce que ce n'est pas en amenant des voitures dans des parkings, les gens vont à Decathlon, ils vont partout en voiture. Donc c'est bien parce que vous ramenez de la population dans les centres-villes que vous pourrez maintenir du commerce, voire en réamener. Donc je pense que c'est un défi, ce n'est pas le seul, mais j'illustre ça parce qu'on n'en a pas parlé. Mais par rapport à l'aménagement du territoire et au développement économique de toutes les villes moyennes, tout ne peut pas se faire dans des métropoles. Et je crois que les HLM peuvent être à relever ce défi des villes moyennes qui vont des fois jusqu'à 100 000 habitants. Merci, Phébis. Oui, moi, comme tout le monde ici, je suis convaincu que les HLM restent une chance pour la France. Mais comme je l'ai dit dans mon introduction, il faut faire en sorte que ça puisse continuer. Et je dirais deux choses. Il y a les territoires. Faisons confiance peut-être davantage qu'on ne l'a fait jusqu'à présent aux territoires. Donc il faut de la solidarité, mais il ne faut pas d'uniformité parce que chaque territoire a son histoire et son contexte économique, social. Et il faut que les bailleurs puissent en tenir compte. Et le deuxième, pour ne pas être trop long, moi je crois que sur la politique qui est menée aujourd'hui, je suis le seul responsable politique ici, donc je peux le dire, je crois qu'il
il n'y a pas de maladresse et il n'y a pas de manœuvre. Il y a très clairement une volonté politique qui existait déjà dans la haute administration, dans la technostructure à Bercy, de faire payer le logement social. Parce que c'est vrai que le logement social est en bonne santé, mais après tout, cet argent, c'est l'argent de nos locataires que nous réinvestissons pour entretenir, pour réhabiliter ou pour développer notre patrimoine. Donc, ni manœuvre, ni maladresse, mais la volonté d'aller vers une privatisation progressive du logement social. C'est une volonté politique. Elle est, on peut la partager ou pas, mais en tout cas, je crois que le mouvement doit, lui, être en capacité de proposer autre chose sur la base de ce qui a toujours existé dans les plus de 100 ans de l'histoire du logement social, c'est la solidarité nationale. Merci. Alors, Bertrand Bourrus, il a de la chance parce que, comme j'aime beaucoup Nathalie Bourrus, qui est journaliste à France Info, lui, il a droit à 20 minutes. Donc allez-y. Je ne sais pas si c'est une chance que vous me donnez de tenir 20 minutes. Non, moi, je voudrais revenir à les HLM sont une chance pour la France, sont une chance pour les Français et sont une chance pour tous les territoires de la République. Nous sommes les seuls opérateurs immobiliers à être présents sur tous les territoires de la République. Nous sommes présents dans les métropoles où nous amenons de la mixité sociale. Nous sommes présents dans les villes moyennes. Nous sommes présents dans les zones rurales où la plupart du temps, pour créer des logements et satisfaire les besoins, nous réhabilitons le patrimoine architectural de nos centres-bourgs et de nos villages. Nous sommes présents dans les quartiers de la politique de la ville et non seulement nous sommes présents partout, mais nous sommes présents tout le temps. À savoir que lorsque l'on a livré un logement, nous adaptons nos services de proximité au territoire. Lorsque nous créons une copropriété, la plupart du temps, nous sommes syndics et gérons la copropriété. Donc nous avons cette permanence et ça, c'est une chance énorme pour nos territoires. Et je voulais dire aussi qu'on a parlé tout à l'heure de la crise de 2008. Je pense qu'au moment de la crise de 2008, le gouvernement de l'époque a trouvé qu'il avait une chance énorme d'avoir des organismes HLM qui ont racheté des dizaines de milliers de logements à la promotion privée, évitant des faillites de promoteurs privés et évitant des faillites d'entreprises du bâtiment. Et pourquoi on a pu le faire? Parce qu'on était bien gérés. Donc laissons-nous bien gérer et nous serons au service de la République. Vous me mettez la pression, j'ai un challenge. Tous mes prédécesseurs ont été applaudis. Je vais essayer de me faire applaudir, ce qui va être quand même Merci compliqué. pour lui. Merci. Donc, oui, les HLM, c'est une chance pour la France. Oui, c'est une chance pour les Français. Imaginons un monde sans structure HLM, sans organisme HLM. Et je pense qu'on serait là, tous ensemble, en train d'imaginer comment construire des organismes pour répondre à la pérennité sur les territoires. Et donc, oui, les HLM, c'est aussi une chance. Hein. Ces locataires, la richesse des locataires HLM sont là. Je veux dire, on a des gens souvent impliqués, souvent qui sont attachés à leur organisme, qui sont attachés à leur territoire, qui sont attachés. Donc oui, il faut aussi faire attention à ça et je pense que c'est vraiment une dynamique tous ensemble que nous devons construire pour que cela reste, que cela demeure une chance pour la France. Merci. Alors moi je vous remercie aussi parce que vous m'avez donné la transition toute simple, car maintenant justement les locataires, on va les entendre, on va voir si vous avez été convaincants, on va voir si le sondage qui était réalisé là, il le partage, puisque nous allons discuter maintenant avec les associations de locataires, qui sont donc les représentants chez vous des habitants.